Bienvenue à ce nouveau rendez-vous lecture. Pour ce 6e chapitre et avant-dernier du livre La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite et autres leçons de vie de Olivier Clerc, il va être question d'explorer les différents cycles indispensables à la vie. Ce 6e chapitre s'appelle L'œuf, le poussin et l'omelette, de la coquille au squelette. Et à partir de cette métaphore de cycle de vie, eh bien, Olivier Clerc est parvenu à nouveau à faire des liens avec notre propre développement personnel, mais aussi avec le développement de nos sociétés. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve juste après. L'œuf, le poussin et l'omelette, de la coquille au squelette. Dans un œuf, le dur est à l'extérieur, la coquille, et le mou à l'intérieur, le jaune et le blanc. Par sa dureté, la coquille empêche le contenu liquide de se répandre avant qu'un poussin n'ait eu le temps de s'élaborer en son sein. Couvé comme il se doit, baigné dans la chaleur, l'œuf va permettre à son contenu de s'élaborer progressivement. Quand, à l'intérieur de la coquille, le poussin est entièrement développé, on constate qu'en lui, le dur est désormais à l'intérieur, le squelette, et le mou à l'extérieur, la chair et le duvet. Parce qu'il possède sa propre forme et sa propre solidité intérieure, et qu'il n'a donc plus besoin d'être protégé, le poussin est capable de briser sa coquille, de s'affranchir de ce cadre limité devenu non seulement inutile, mais étouffant. En brisant sa coquille, le poussin prouve qu'il a achevé son développement, qu'il a intériorisé dans son squelette la rigidité qui caractérisait l'enveloppe extérieure de l'œuf. Le passage de l'œuf au poussin est une métaphore intéressante de ces autres transformations que les humains traversent. La coquille de l'œuf est un symbole très parlant des structures au sein desquelles nous grandissons quand nous sommes enfants, c'est-à-dire du cadre ou carcan familial, scolaire, social, religieux et politique dans lequel nous nous développons. Durant notre jeune âge, ce cadre est nécessaire pour nous structurer, nous construire. Nous avons besoin de ces limites, de même qu'il nous faut, comme l'œuf, assez de chaleur, d'amour symboliquement parlant, pour que se développe notre potentiel. Cette coquille, toutefois, n'a d'utilité qu'un temps. À terme, nous sommes appelés à la briser, n'en ayant plus besoin puisque nous aurons acquis notre propre force intérieure. Ainsi, par exemple, les codes religieux et moraux dont nous héritons au cours de notre éducation devraient nous permettre de développer notre propre colonne vertébrale morale ou spirituelle, afin de savoir littéralement nous tenir. Une fois que nous avons construit ce squelette intérieur, nous tenons debout tout seuls, nous n'avons plus besoin d'appui ni de béquilles. Notre droiture tient à ce que nous sommes nous-mêmes et non plus à la peur du gendarme, aux contraintes imposées par l'extérieur, aux lois, aux règles, aux codes moraux. Note de bas de page. Viktor E. Frankl, déjà cité précédemment, avait élaboré en camp de concentration une classification très simple des êtres qu'il appliquait d'ailleurs tant à ses codétenus qu'aux gardiens des camps. Il y a ceux qui savent se tenir, anständig en allemand, disait-il, et ceux qui ne le savent pas. Fin de note de bas de page. L'individu qui, au sein de l'œuf familial ou social, a su développer son propre squelette, son ossature psychique et spirituelle, ses valeurs, n'a plus besoin de cette coquille imposée du dehors et peut librement la briser. C'est en lui-même, dès lors, qu'il trouve l'appui et la force pour tenir debout, pour marcher droit, pour ne pas chuter à la moindre occasion et se relever au besoin. Même si toutes les structures sociales s'effondrent autour de lui, même au milieu de l'anarchie, du chaos ou de la guerre, même s'il n'a aucun risque d'être pris quand il agit mal, un tel être conserve le même comportement
puisque celui-ci est dicté de l'intérieur et prend appui sur ses propres valeurs. Souvent même, et particulièrement de nos jours, les individus qui possèdent leur propre colonne vertébrale morale ont des valeurs plus solides et plus résistantes que celles du milieu ambiant. Leur entourage, tant familial que professionnel, prend d'ailleurs appui sur de telles personnalités, quand on ne leur reproche pas de posséder une assise aussi forte. On notera d'ailleurs que, de tout temps, la meilleure part de l'évolution sociale a été due à des individus possédant cette force intérieure qui leur a permis de briser les coquilles extérieures de leur époque, devenues désuètes, et de proposer de nouveaux modèles d'organisation sociale, politique ou professionnelle aux générations suivantes, dans l'attente que celles-ci soient à leur tour brisées par une nouvelle génération de poussins. Tous les œufs de poule, on le sait, ne donne pas forcément naissance à un poussin. Qu'une coquille se brise avant que son contenu n'ait eu le temps de se former, et celui-ci se répand, se déverse, s'étale. C'est comme cela qu'on fait des omelettes ou des œufs au plat. On observe la même chose au niveau humain, particulièrement dans les phénomènes collectifs. Il y a par exemple de l'omelette sociale dans mai 68 et la libération qui s'en est suivie. En brisant la coquille sociale trop rigide de l'époque, les leaders de ce mouvement ont ouvert une brèche par laquelle sont sortis non seulement ceux qui étaient porteurs de nouvelles valeurs, mais aussi beaucoup d'autres dont le développement intérieur n'était pas forcément aussi avancé. Plus regrettable, cette génération, en réaction à la lutte qu'elle a dû fournir pour faire éclater le carcan sociopolitique et religieux, n'a pas été en mesure de proposer une coquille plus adaptée à la génération suivante. Elle croyait pouvoir l'en dispenser complètement et lui permettre de sauter cette étape dont elle ne voyait plus que le côté restrictif, en négligeant la dimension formatrice. Résultat, une génération omelette, bien difficile à canaliser, que l'on a vu ensuite chercher désespérément des repères formateurs et des cadres structurants, que ce soit dans les altercations avec la police, les sectes ou les bandes. Après une génération d'enfants rois, d'enfants tyrans, comme titraient régulièrement les magazines, nous assistons au retour de l'autorité dans la famille et à l'école, assorti d'un « il est permis d'interdire », encore timide, mais parce que faisant l'objet d'une douteuse récupération politique, l'autorité serait associée à la droite. Le problème est-il pour autant réglé ? Ce n'est pas si sûr. L'histoire est bien souvent ponctuée d'allers et retours du pendule entre des positions extrêmes, sans que nous parvenions à trouver un juste équilibre. L'omelette sociale est l'un de ces extrêmes. L'autre, symboliquement parlant, c'est l'œuf bétonné. Si l'explosion de mai 68 était si forte, c'est que la rigidité de l'œuf social atteignait à l'époque des proportions mortifères. En effet, un poussin dispose d'un temps limité pour se développer, parvenir à maturation, briser sa coquille et naître. Si les conditions ne sont pas favorables, si son développement est incomplet, sa coquille devient son cercueil. Il n'en sort jamais ou mort-né. De même, les structures éducatives, sociales ou politiques ne jouent pas forcément le rôle qu'on est en droit d'attendre d'elles. Certaines, comme les systèmes totalitaires, visent plutôt à étouffer toute possibilité d'évolution, de changement ou de maturation en leur sein. D'autres, sans être nécessairement aussi délétères, n'offrent tout simplement pas assez de chaleur à ceux qui y vivent pour qu'ils puissent développer et mûrir. D'autres, enfin, n'ont jamais été fécondés de ce germe qui donne à l'œuf son schéma de développement et qui oriente son potentiel vers la réalisation d'un être complet. De manière analogue, certaines sociétés se ferment hermétiquement à toute nouvelle pensée, au germe de nouvelles idées, à un souffle spirituel qui pourrait redynamiser leur potentiel latent. Ces sociétés sont stériles, spirituellement parlant. Elles fonctionnent, elles ronronnent, mais elles ne créent plus, ne se régénèrent plus, et, sans même en être conscientes, bien souvent ont déjà entamé leur déclin.
De même que, dans une maladie auto-immune, le corps ne sait plus distinguer les germes nocifs qu'il agresse de ses propres troupes et retourne ainsi contre lui-même sa puissance immunitaire, le corps social français ne sait plus non plus faire la distinction entre des organisations et idées sectaires et d'autres organismes et concepts porteurs d'un nouveau souffle dont toute la société gagnerait à s'enrichir. L'œuf social se referme sur lui-même, se bétonne, et, par crainte d'être infiltré par un germe destructeur, se ferme à toute fécondation par une pensée nouvelle. Le passage de l'œuf au poussin n'est donc pas systématiquement assuré et requiert toute une conjonction de facteurs favorables, selon l'état de la coquille, selon la température ambiante et la présence ou pas d'un germe. L'œuf actualisera ou non le poussin dont il détient le potentiel. On trouve aussi dans la métaphore de l'œuf et du poussin une autre notion importante, celle de l'alternance des cycles de création et de destruction. Si la coquille n'est pas détruite, le poussin ne naît pas. Et si, devenue adulte, la nouvelle génération de poules et de coqs ne crée pas à son tour de nouvelles coquilles et ne les fertilise pas, il n'y aura pas de prochaine couvée. Or, nous l'avons déjà évoqué, la société occidentale moderne rejette la mort, et, de manière générale, a une vision négative de la destruction, pourtant indispensable à toute nouvelle création. On voit cela non seulement dans l'acharnement dont nous faisons preuve à l'égard des personnes en fin de vie, souvent au mépris de toute qualité de vie, voire simplement d'humanité, mais aussi dans la fossilisation du passé, à laquelle nous nous livrons par le biais de l'archéologie ou des dérives de la sauvegarde du patrimoine, qui prend aujourd'hui des proportions pathologiques. Loin de moi l'idée de vouloir faire table rase du passé et de détruire tout ce qui est ancien. L'humanité est riche de culture et de patrimoine dont il est important de conserver la trace, aussi longtemps que c'est raisonnablement possible. Mais est-ce le cas ? Il existe aussi de l'acharnement thérapeutique sur les œuvres des hommes. Par exemple, la cathédrale de Mexico City est déjà virtuellement morte et ne tient debout qu'à grand renfort d'échafaudage. Est-ce bien sensé ? De même, on assiste à des levées de boucliers à chaque tentative de destruction du moindre édifice un peu âgé, même pas ancien, pour construire à sa place quelque chose de nouveau. Des fortunes sont dépensées pour préserver de l'inévitable ruine du temps des œuvres ayant fait plus que le leur. Alors que les mêmes sommes pourraient soit alimenter de nouvelles créations, soit répondre à des besoins très actuels, qu'ils soient sociaux, écologiques ou autres. Il y a dans cette attitude un refus de la vieillesse, de l'usure, de la mort, qui, paradoxalement, devient lui-même mortifère, puisqu'il s'oppose au renouvellement, au recyclage, à la régénérescence qu'apporte inévitablement la mort, suivie d'une nouvelle vie. J'en veux pour illustration cette histoire arrivée il y a une vingtaine d'années au Ladakh Zanskar, petite contrée bouddhiste tibétaine au nord de l'Inde. Une fondation européenne avait découvert une magnifique et gigantesque statue de Bouddha dans un temple perché dans les montagnes. Celle-ci, fort ancienne, commençait à se détériorer sérieusement et, de l'avis des membres de cette fondation, avait besoin d'une restauration sans délai. Ils ont donc réuni les fonds nécessaires et les ont adressés à cet effet au monastère en question. À réception des fonds, les moines se sont empressés de détruire l'ancienne statue de Bouddha et d'en faire édifier une nouvelle de même taille aux couleurs les plus rutilantes. La notion d'impermanence est en effet un des concepts de base du bouddhisme. Rien ne reste éternellement le même dans le monde matériel, tout change, se transforme, meurt et renaît. Pourquoi garder une vieille statue ? Pourquoi s'y attacher ? Une nouvelle remplit exactement les mêmes fonctions. Cette histoire illustre de façon quasi caricaturale les différences de mentalité entre une société matérialiste qui refuse la mort et une société spiritualiste qui comprend les cycles éternels de création et de destruction, de vie et de mort.
Au-delà des questions d'archéologie ou de sauvegarde du patrimoine, notre attitude vis-à-vis de la mort conditionne aussi la vie et la fin des structures sociales, politiques, économiques ou éducatives que nous mettons en place. Obsédés par la croissance et le développement, nous ne savons plus détruire. Notre société se développe ainsi comme une tumeur cancéreuse qui prolifère toujours plus au détriment de l'organisme, c'est-à-dire notre environnement naturel et social dans le cas présent. Plus de mort, plus de destruction, plus de régénération réelle non plus. On se contente de relooker la forme pour faire croire au changement, comme on peindrait un poussin sur la coquille d'un œuf pour donner l'illusion de sa naissance. Nous pouvons donc lire plusieurs des crises actuelles, qu'il s'agisse de celle de l'éducation nationale, du désintérêt de plus en plus grand pour la chose politique ou de divers conflits économiques, à la lumière de notre incapacité à briser de vieilles coquilles pour faire naître de nouvelles formes. Celles-ci étouffent alors dans un œuf toujours plus bétonné. Peut-être devrions-nous, comme pour les produits alimentaires, prévoir une date de péremption pour les systèmes que nous mettons en place, de manière à ce qu'une fois dépassée la période où ceux-ci se sont avérés utiles, nous puissions plus facilement les démanteler et les remplacer par d'autres plus adaptés. En réalité, même si ce serait effectivement une bonne solution, ce n'est pas indispensable pour que les choses évoluent malgré tout. Rien ne s'oppose durablement au changement, car la vie est changement, et sans lui, aucune vie n'est possible. Notre seul véritable choix concerne la manière d'effectuer ces changements, en douceur, de façon constructive, ou alors brutalement, dans la casse et la violence. À refuser la mort et la destruction de ce qui a fait son temps, à s'opposer au changement et à figer le statu quo, nous ne faisons que préparer des transformations brutales et violentes. Nous risquons alors de passer une fois de plus d'un extrême à l'autre, d'un déséquilibre à un autre, et de faire ainsi alterner omelette et œuf béton, laxisme et autoritarisme rigide, plutôt que de travailler en bonne intelligence avec les cycles de vie et de mort qui régissent toutes choses, en anticipant dès la naissance d'un système ou d'une création l'usure et la fin qui seront immanquablement les leurs un jour. La métaphore de l'œuf est en effet une métaphore cyclique. œuf, poussin, poule, œuf, poussin, poule, etc., qui nous rappelle que la vie, à tous les niveaux, fonctionne par cycle et non de la façon linéaire dont nous apprenons à voir les choses, sous l'influence de la mentalité rationaliste. L'histoire n'est pas une droite ascendante, tracée entre abscisses et ordonnée, partant de la préhistoire et tendue vers un avenir toujours plus radieux. C'est une spirale où alternent sans cesse jour et nuit, été et hiver, construction et destruction, croissance et déclin, conflit et paix, inspiration et expiration. Toute tentative de notre part de supprimer l'un des termes de ces couples de polarité est donc vouée à l'échec. Cela crève les œufs. J'espère que, comme pour les 5 précédents chapitres, celui-ci vous sera source de réflexion et je vous donne rendez-vous bientôt pour le 7e et dernier chapitre, mais aussi pour d'autres lectures. Et bien sûr, si vous avez aimé, pensez à liker, à partager, c'est important, faites connaître ces vidéos et abonnez-vous. Un grand merci d'avance et donc à très bientôt.